bien, bienvenue dans la partie 2 sur Disney. Si vous n'avez pas vu la partie 1, franchement je vous encourage vivement à aller la voir parce que c'est vraiment sur la continuité. Je vais faire référence à des sujets de la partie 1, donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille de mettre pause et d'aller la voir. Je l'ai mis en barre de description. Pour ceux qui ont déjà vu la partie 1, eh bien on rentre directement dans le vif du sujet, on reprend là où on s'était arrêté. Il y avait un nouveau projet qui avait vu le jour dans son esprit. Il voulait créer un circuit dans le parc de son studio, sauf que la mairie a refusé. Et sa femme lui avait demandé pourquoi est-ce que tu veux créer un parc? Parce qu'à cette époque-là, les parcs, ils avaient vraiment une image un peu de gens sales, de gens mal polis. Les lieux étaient délabrés. Donc sa femme, elle comprenait pas pourquoi il voulait faire ça. Et Walt lui a dit non, chez moi, ce sera différent. Mon parc, il sera meilleur. Donc comme j'ai dit, ils sont entourés de directeurs artistiques, de paysagistes, de maquettistes, d'ingénieurs, de créateurs, bref, vous l'aurez compris, un magnifique orchestre de personnes ultra créatives et ambitieuses comme lui. Et avec ces personnes-là, il veut repousser les limites de la créativité et repousser les limites du possible. Il veut pouvoir rendre ses rêves réalité. Donc lui, il va dire « je veux faire ça ». Et son équipe, ils vont les réaliser. Et cette fameuse équipe, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est les Imagineerings. Walt, comme à son habitude, il va voir son frère Roy, il lui dit « j'ai besoin d'argent ». Donc il convainc Roy d'aller voir les banques pour leur demander de l'argent. Eux, en retour, ils demandent une maquette du parc, ce que Walt demande immédiatement aux Imagineers de lui faire. Ils lui font une maquette en 3D de à quoi ressemblera le parc. Suite à ça, les banques acceptent de lui donner de l'argent et en plus, ils ont un contrat avec la chaîne ABC. C'est là que les travaux commencent et qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans chaque partie, je vais parler d'un parc spécifique parce que comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Donc là, on va parler du tout premier, du parc Disneyland à Anaheim en Californie. À savoir que c'est ce parc-là, donc le tout premier, qui servira de modèle pour les autres parce que vous verrez, ils se cassent pas trop la tête, ils font souvent du copier-coller. Déjà, ils ont décidé de le faire en forme d'étoile, ce qui était vachement utilisé à l'époque. Ça permettait aux visiteurs de pas se perdre et de toujours avoir un point central sur lequel se retrouver. Chaque zone qui avait été créée était une des passions de Walt. Donc il y avait le futur, la découverte, l'aventure et ces personnages Disney. Ils se mettent à la construction et à la fabrication des animaux mécaniques, des attractions, des paysages, ce qui fait que beaucoup d'argent a été dépensé et les travaux sont loin d'être terminés. Donc Walt, il finit par vendre sa maison, les employés ils investissent dans le projet et Roy, il est obligé de faire une demande auprès des banques pour avoir un peu plus d'argent. Et en plus de ça, ils font de plus en plus de sponsoring avec d'autres entreprises puisque au final, le budget aura été 3 fois supérieur à ce qui avait été prévu de base. Le parc ouvre ses portes le 17 juillet 1955 et c'est une grande réussite, mais c'était la journée la plus chaude de l'année et le béton avait été coulé la veille. Donc vous l'aurez compris, il n'était pas du tout pris, les talons des femmes s'enfonçaient dans le sol. Il y avait des attractions qui avaient été mises en arrêt parce qu'il y avait des problèmes mécaniques. Il y a même le bateau à eau qui était petit à petit en train de couler tellement il y avait de monde dessus. Il y avait beaucoup de monde qui était venu, plus que par rapport à ce qui avait été prévu, donc ils n'étaient pas prêts. Sachant aussi qu'il y avait eu une grève des plombiers peu avant. Donc Walt, il avait dû décider entre est-ce que je veux les toilettes ou est-ce que je veux les fontaines à eau. Bien évidemment, il a choisi les toilettes, mais du coup, il s'est fait critiquer par les médias en mode ouais, il a choisi de pas mettre de fontaine à eau pour forcer les gens à consommer. Mais en même temps, je pense que s'il n'y avait pas eu de toilettes, les gens auraient été beaucoup plus sévères. Donc même si je suis d'accord que c'est beaucoup de business, là, je trouve qu'il a pris la meilleure décision. Mais malgré tout ça, faut savoir que c'était quand même un succès parce que comme j'ai dit, il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Ce qui fait que ça a continué à attirer du monde de plus en plus. Mais il y avait encore beaucoup de choses à améliorer. De toute façon, Walt disait que la création n'est jamais terminée tant qu'on a de l'imagination. Et de l'argent. Et il y a une nouveauté qui a été créée qui est le Matterhorn. D'ailleurs, retenez ce nom-là, on va en reparler dans la partie 3. C'est le premier grand vide à structure tubulaire dans le monde. Et petit fact, à l'intérieur de cette attraction, il y avait un terrain de basket qui se cachait pour les employés. Il a aussi fait construire un monorail qui était le premier à l'époque. Il y a même le président qui s'était déplacé pour l'ouverture. Il y a eu la création de téléphériques, de sous-marins, d'Autopia dans le Tomorrowland. Bien sûr, l'ouverture de restaurants. Et la création d'animaux audio-animatroniques
qui était très innovant pour ce moment-là. Rappelons-le quand même qu'on était dans les années 50, qui a du coup donné suite aux poupées de It's a Small World, qui a été réalisée en 9 mois. Et aussi ce qui a donné suite à l'attraction Pirates des Caraïbes. Et d'ailleurs, fact, et je me rappelle plus avec qui je m'étais pris la tête sur ça, mais c'est l'attraction qui a inspiré le film et non l'inverse. Ensuite, il y a le fameux Haunted Mansion qui a été créé. Et au début, les Imagineers, ils voulaient que ce soit une visite guidée, un peu style avec un musée, avec une façade délabrée, mais Walt, il n'a pas accepté. Par contre, ils ont gardé l'idée de l'ascenseur qui, je trouve, est très propre à l'attraction de Haunted Mansion. Et ils ont dans cette attraction utilisé des projections et des animations, ce qui, encore une fois, était très innovant pour l'époque. C'est vraiment le but des Imagineers, c'est de pousser la limite de l'innovation, de toujours être à la recherche de mieux, mieux, mieux. Vers la fin, moi, je trouve que ça devient un peu flippant, mais vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, fact sur la Haunted Mansion, c'est une des Imagineers, Leo Thoms, qui a inspiré la sorcière dans la boule de cristal. Et pour attirer un peu plus des ados, parce que c'est vrai que la plupart des attractions c'était beaucoup pour les enfants, ils ont créé Space Mountain. Pour essayer de redonner un nouveau souffle au parc, ils ont créé une discothèque pour ados. Oui, apparemment ça a super bien marché. Et ils ont aussi créé l'attraction Star Tour, qui était une des premières attractions qui n'était pas basée sur des personnages Disney, puisque Star Wars n'appartenait pas à Disney à cette époque-là. Et cette attraction, elle est inspirée par les simulateurs de pilotes d'avion. Donc encore une fois, très moderne pour l'époque. Et quand Star Tour a ouvert, ça a dépassé toutes leurs espérances. Ils ont même laissé le parc ouvert 60 heures d'affilée. Donc je me dis, pour les visiteurs, c'est cool, mais moi je pense aux employés, je me dis... De toute façon, on va en parler dans la partie 3. Et ils ont aussi créé l'attraction Splash Mountain en réutilisant des animaux animatroniques d'une autre attraction qui était devenue obsolète. C'était l'attraction America Sings. Et encore une fois, retenez ça parce qu'on va en reparler dans la partie 3. Et je vous expliquerai pourquoi l'attraction est devenue obsolète. Et Splash Mountain était encore une fois une réussite. Ce qui leur a donné envie d'ouvrir un autre parc en Californie à côté, mais pas à l'intérieur, vous voyez. Le Disneyland, le Magic Kingdom, il était enfermé, donc comme tous les Disney avec une bordure. Et là, ils avaient un terrain, mais qui n'était pas délimité du monde extérieur. En fait, c'était un peu style une fête foraine, vous voyez. Les gens qui n'étaient pas dans le parc pouvaient voir les gens qui étaient dans le parc. Et dans ce California's Adventure, ils vont ramener toutes les attractions les plus célèbres des autres parcs, parce que oui, au moment où ils créent le California's Adventure, ils ont déjà ouvert d'autres parcs. Vu que j'ai envie de faire localisation par localisation, je vous parle de ça maintenant. Et du coup, California's Adventure ouvre le 8 février 2001. Sauf que malheureusement, ça a pas trop de succès, parce que comme je vous ai dit, c'était plus petit et surtout c'était au contact de l'autre monde, donc tout ce qui plaisait dans le Disneyland, il n'y était pas. Même s'il y avait des attractions phares, il y en avait quand même très peu, il y avait beaucoup moins de place. Donc en fait, ça se voyait que c'était un peu du bas de gamme, c'est Disneyland mais en moins bien. Petit aparté pour vous dire qu'à ce moment-là, ils se rendent compte que leur film Pixar avait plus de succès que leur film Disney, sauf que malheureusement, leur contrat avec Pixar allait se terminer. Ils ont fait un coup de poker, ils ont racheté Pixar à Steve Jobs pour une somme de 7,4 billions de dollars. Et maintenant que Pixar leur appartenait, ils ont rénové California's Adventure. Ils ont du coup intégré les personnages phares de Pixar, dont Toy Story. Et ils ont créé un peu une vibe de LA 1920-1930. Et ils ont aussi rajouté des spectacles aquatiques lumineux qui, c'est vrai, ils sont très beaux. Ils ont rajouté un petit land. Au début, ils voulaient faire une vibe un peu culture automobile des années 50 avec, vous voyez, les drive-in et tout. Sauf qu'à ce même moment-là, il y a Disney qui développe le film Cars. Donc ils se sont dit, money money, on va faire un Cars Land. Et ils essayent au maximum de se couper du monde extérieur en rajoutant des fausses montagnes. Puisque, rappelons-le, il n'y avait pas de réelle barrière. Et ça marche! C'est une grande réussite et ils n'ont que des éloges. Et donc, grâce à ce succès et à tout cet argent amassé, ils vont racheter Marvel, Star Wars, Avatar et vont se servir de ces nouvelles franchises pour renouveler les parcs. Money, money, money. Comme j'ai dit, ils vont toujours chercher à perpétuellement se renouveler. Ils vont faire des décorations saisonnières comme par exemple transformer le Haunted Mansion avec les décorations de Noël en utilisant l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils vont aussi ajouter des personnages Disney dans It's a Small World. Ils vont moderniser Pirates of the Caribbean en rajoutant Jack Sparrow, parce que oui, comme je vous l'ai dit, le film s'était fait après, donc ils se sont dit tout le monde adore Jack, on va le mettre dans l'attraction, et c'est pour ça que maintenant il y a Jack dans les attractions. Ils ont aussi modernisé Peter Pan's Flight, qui est l'attraction phare de tout le monde. C'était une de mes attractions préférées et mes proches ne comprenaient pas pourquoi. Mais en fait, je ne suis pas la seule, tout le monde l'adore. Mais parce qu'elle est super réaliste et justement, ils ont rajouté des LED, de la fibre optique, des miroirs, de la fumée pour vraiment rendre ça encore plus réaliste. Et ça a été un grand succès d'ailleurs quand ça a réouvert.
Leur but, c'est d'inclure un maximum d'illumination, de projection, de mapping vidéo. Je vous ai dit vraiment leur but, c'est d'être à la pointe de la technologie. Et on passe donc maintenant au Disney World à Orlando en Floride auquel je suis allée. Donc je vais pouvoir vous donner un peu mes points de vue de personne qui est allée. Pourquoi est-ce que le parc Disney World à Orlando il a été créé? Parce que la concurrence à l'époque elle commençait à se voir. Donc il y avait SeaWorld, il y avait Universal Studios. Du coup pour un peu se différencier, ils ont du coup décidé d'acheter un terrain qui faisait la taille de la ville de San Francisco. Et là le but de Walt c'était de créer une ville futuriste. Epcot. Sauf que peu de temps après, il se fait hospitaliser parce qu'il a un cancer et il en meurt le 15 décembre 1967 à seulement 65 ans. Suite à ça, il préfère mettre le projet Epcot de côté et se concentrer sur Magic Kingdom, qui est du coup une reproduction pratiquement identique de Disneyland de la Californie, mais ils ont rajouté un Libertyland, qui est un land à fond sur le patriotisme, tu connais les États-Unis, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Orlando, c'est beaucoup, enfin la Floride de manière générale, c'est beaucoup de terrains un peu marécageux, et ils ont choisi un terrain hyper dur à travailler. Ils créent eux-mêmes leurs canaux, leurs barrages, ils doivent gérer eux-mêmes l'électricité, et pour pas faire la même erreur qu'en Californie, ils ont amené des hélicoptères pour faire sécher le béton avant l'ouverture. Petit fact sur ce parc, il y a 4 hectares de souterrains, qui en fait sont d'ailleurs pas vraiment un souterrain puisque ce souterrain il est à la limite du sol et c'est juste le parc qui est surélevé. Dans ces 4 hectares du coup de souterrain, c'est pour les employés, ça leur permet de circuler dans le parc sans leur tenue de costume, ça permet de gérer les déchets, de gérer l'électricité et tout ça, ça permet aux visiteurs de rester dans leur vibe et ils ne sont pas au contact de tout ça. Comme ça reste dans la magie, vous voyez. De toute façon Disney ils adorent cacher les choses, mais on en reviendra plus tard. Donc le parc Magic Kingdom à Orlando ouvre le 1er octobre 1971. Il y a seulement 10 000 visiteurs, ce qui est beaucoup moins que prévu, mais c'est quand même tout le monde pensait qu'il y aurait trop de monde et que ce serait bondé. Mais au final, c'était quand même, quoi qu'il arrive, une réussite et tout ça, on le doit à Roy, qui du coup a pris un peu les rênes une fois que son frère est décédé. Sauf que malheureusement, 3 mois plus tard, le 20 décembre 1971, Roy décède. Là, l'idée de Epcot va reprendre. Epcot, ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. Prototype expérimental d'une communauté de demain. Comme je vous ai dit, le but de Walt à la base, c'était de créer un peu une ville communautaire futuriste. Sauf que c'est pas vraiment ce qui s'est fait par la suite, mais parce que comme je vous ai dit, c'était pas réalisable. Pour ce parc, ils voulaient plus que divertir, ils voulaient instruire. En utilisant les dernières technologies énergétiques. Ils avaient aussi même leur propre centrale électrique, ce qui fait qu'ils étaient autonomes. Ils voulaient vraiment montrer une vision genre idéaliste, utopique du futur, de la vie. Mais ils se sont vite rendus compte que ça faisait très moralisateur. Pour y être allé, parce que du coup j'ai fait oui, Magic Kingdom et Epcot. Et c'est vrai que ça faisait un peu moralisateur. Ils s'en sont rendus compte et donc ils ont essayé de rajouter un peu plus de divertissement pour pallier un peu ce côté « oh, on essaye trop de vous instruire ». Donc en fait, c'est devenu un Disneyland pour adultes, qui rappelons-le, c'était pas l'idée que Walt voulait à la base, mais bon. Et la fameuse sphère que je vous mets là, que la photo que j'ai prise, j'avais peur de pas l'avoir prise, mais en même temps ça aurait été le comble parce que c'est vraiment la sphère qui représente Epcot. C'est une attraction qui s'appelle Spaceship Earth et elle a été réalisée en 26 mois. Un genre de voyage dans le temps, de voyage dans les époques. Et je l'ai faite, je crois, et j'avais bien aimé, il me semble. Le thème de Epcot, c'est la modernité, la modernité, la modernité. Ils vont créer le premier Circarama, si je me trompe pas. C'est un Circle Vision, c'est genre une salle avec des écrans en cercle, quoi. C'est le plus grand studio numérique du monde. Il va aussi y avoir les premiers robots et les premières interactivités. J'ai mon avis sur les robots. Quel est le vôtre? J'en parlerai un peu par la suite parce que les robots de Epcot, c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir après. Et le thème aussi de Epcot, du coup, c'est d'ouvrir les visiteurs au monde. Et c'est vrai qu'il y a toute une première partie où c'est du coup la sphère, où il y a plein de petites attractions un peu futuristes. Et quand tu continues un peu plus loin, t'as un énorme lac. Et tout autour du lac, t'as plein de petits stands qui représentent presque tous les pays du monde. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça super cool. C'était pas des attractions, donc en vrai, ça se fait assez rapidement, même si le lac, il est très très grand. Et je me rappelle quand on l'avait fait avec ma soeur, il faisait genre 42 degrés, je crois. C'était une horreur, il faisait trop chaud. Mais c'était quand même super intéressant parce que t'avais plein de petits stands, tu vois, genre pour goûter de la nourriture du pays dans lequel tu te trouvais à ce moment-là. Enfin,
En vrai, c'était cool, puis c'était super joli aussi, faut le dire. Et donc, Epcot ouvre aussi le 1er octobre 1982 et c'est un succès. Et du coup, encore une fois, ils se lancent dans un nouveau projet et à la base, ça devait être un petit truc, mais ils ont rajouté ça, plus ça, plus ça, plus ça, et c'est donc devenu Hollywood Studios. Il honore le Hollywood vintage, old school, tout en amenant les visiteurs dans les coulisses des studios. Le Hollywood Studios, il ouvre le 1er mai 1989. Et encore une fois, c'est une réussite. Franchement, sur le marché américain, c'est majoritairement que des réussites. Je dis ça parce que vous allez voir que c'est pas partout pareil. Ils vont du coup rajouter de nouvelles attractions, dont la Tour de la Terreur qui était vachement innovant à ce moment-là parce que c'est un ascenseur qui va pas que verticalement mais aussi horizontalement. Ils vont ajouter Indiana Jones, les véhicules dans lesquels il se trouve, c'est vachement moderne et innovant. De toute façon, je vais utiliser ce mot souvent, mais vraiment, c'est ce qui définit le plus les Imagineers. Ils vont toujours chercher des trucs les plus originaux possibles. Et franchement, eux, ils ont vraiment du mérite parce que c'est eux qui se cachent derrière tout ça. Et ensuite, le dernier projet de Orlando, c'est Animal Kingdom. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, Disney World à Orlando, c'est un énorme truc. Nous, à Paris, on a un quart de ce que eux, ils ont. Ça veut dire que nous, on a leur Magic Kingdom et eux, ils ont ça, plus Epcot, plus Animal Kingdom, plus Hollywood Studios. Quand je suis allée à Orlando avec ma sœur, on avait le choix de faire 2 parcs sur les 4. Mais parce que sinon ça coûtait super cher. En gros, tu peux pas en faire qu'un, c'est automatiquement 2, je crois. Coucou, c'est la Alexa du montage pour dire que je me suis trompée. Si on a le droit d'en faire qu'un, c'est juste que au final, ça revient moins cher d'en prendre 2 d'un coup. Voilà. Moi, ça m'a fait ok, on fait Magic Kingdom parce que ça c'est obvious. Mais m'a dit qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Moi, je voulais faire Hollywood Studios. Elle m'a dit oh, on va faire Universal Studios dans 2 jours. Vas-y, on fait pas Hollywood Studios. Donc j'ai fait ok. Je lui ai dit par contre, moi, Animal Kingdom, c'est non. C'est pour ça qu'on a fini par faire Epcot. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Animal Kingdom, c'était nope. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est avec des vrais animaux. Et c'était ultra risqué parce que vous vous doutez bien, les médias, le public, il n'était pas du tout pour. Mais ils vont malgré tout embaucher des zoologistes, des experts pour montrer qu'ils sont vraiment investis dans le bien-être des animaux. Ils vont créer des enclos super grands, il y a des jeux, il y a les soins pour les animaux. Les animaux sont pas en cage, c'est les véhicules qui circulent dans leur domaine. Donc ça fait un peu style safari, je suppose. Leur but, c'est d'enseigner aux visiteurs comment préserver les animaux. Personnellement, je trouve ça un peu genre contradictoire. L'intention est bonne, hein, je dis pas. Et quand je regardais le reportage, les gens ils voulaient vraiment faire de leur mieux, mais je sais pas si le résultat il est vraiment ouf. Et en effet, ils ont ouvert le 22 avril 1998 et ça a été un peu mitigé parce que, comme je vous dis, la part du public et des médias, ils étaient pour la libération des animaux. Et pour essayer de faire oublier ça, un peu plus tard, même beaucoup plus tard, ils vont créer l'attraction Avatar. Et pour moi, c'est là où je vous dis que je trouve que des fois ça va un peu trop loin. Vraiment, cette attraction, j'y suis jamais allée du coup, mais c'est la modernité à son paroxysme. C'est sur des robots ultra réalistes, mais ça en devient même flippant. Enfin moi de toute façon, les robots personnellement, ça m'a jamais fascinée. Je trouve qu'en fait c'est flippant. Il y a trop de films qui ont été faits sur le fait que les robots prennent le pouvoir et je comprends pas pourquoi les gens ils sont encore obsédés par le fait de faire des robots ressemblant à l'homme. Genre pour moi c'est dangereux et j'aime pas ça du tout. Et moi quand j'ai vu les images des robots d'Avatar, ça m'a fait flipper plus qu'autre chose parce que c'est trop réaliste en fait. Je n'aime pas. Moi je n'aime pas. Dites-moi votre avis, franchement, je sais qu'il y a beaucoup qui adorent ça, qui adorent le côté moderne. Donc en plus des robots, ils ont rajouté des LED, du mapping vidéo, donc franchement full moderne. Et l'attraction, elle doit être magnifique, hein, je dis pas le contraire. Et en effet, ça a beaucoup plu quand ça a ouvert. Et ils ont aussi ajouté une attraction qui ressemble un peu à Soarin'. Soarin', c'est une de mes attractions préférées qui était à Epcot, où en gros, t'es sur des sièges un peu genre à bascule, et t'as un énorme écran dont je vous avais parlé, et en fait t'as l'impression de flotter en regardant des paysages genre incroyables, tu sais, il te faut un peu bouger, franchement, l'attraction elle est magnifique, et c'était mon attraction préférée de Epcot. Et je crois que c'est une des attractions préférées des gens, c'est pour ça qu'ils l'ont reproduit à California's Adventure. Pourquoi est-ce qu'ils le reproduisent pas à Paris? Donc voilà, on est toujours sur la modernité, puisque c'est du 3D, des projections d'air et d'eau, enfin vraiment ils dépassent les limites, mais ça marche. On passe maintenant au parc de Tokyo. C'était le premier projet en dehors des US. Donc ils étaient ultra stressés. Les Japonais qui ont demandé à avoir un parc, Disney ils ont dit ok, on veut bien mais c'est vous qui financez tout. Et ils pensaient qu'ils refuseraient mais au final ils ont accepté. Ils ont dit ok go. C'était le premier parc
où ils n'avaient pas de liberté financière, où ils pouvaient dépasser le budget. Non, là il y avait un budget, il fallait le respecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, ils étaient super attachés au monde de Disney. Donc eux, ils voulaient juste une copie conforme du Disneyland Californie. Hyper facile, c'était rapide, il y avait juste à faire un copier-coller. Ils vont juste remplacer Main Street, qui pour eux était trop américain. Ils vont le remplacer par le World Bazaar, donc c'est plein de petites boutiques de souvenirs. Le parc ouvre ses portes le 15 avril 1983 et c'est une grande réussite. Donc les Japonais veulent un nouveau parc. Disney, comme je vous ai dit, leur motto c'est de faire du copier-coller, donc ils leur proposent Epcot, ils leur proposent Animal Kingdom, les studios, sauf que les Japonais ils disent nope. Eux ce qu'ils veulent c'est un Magical Kingdom avec que du original Disney. Et c'est là qu'ils créent Tokyo Disney Sea. C'est le seul parc Disney avec vue sur mer. Ils ont inclus des explorations sous-marines, un volcan. Et le Tokyo Disney Sea, il ouvre ses portes le 4 septembre 2001. Le budget est respecté et c'est un grand succès. Vraiment, le marché japonais aurait été un succès pour eux. Et c'est là qu'on passe au parc de Paris, donc Euro Disney à l'époque. C'était supposé être le plus beau parc de tous. Et c'était le premier parc du nouveau PDG à l'époque. Donc il avait vraiment la pression pour faire le plus beau parc. Il voulait que ce parc-là, il ait 4 fois plus de détails que les autres, que la couleur soit plus belle, qu'il y ait plus de précision. Il fallait que le château soit le plus beau de tous. Et ils avaient la pression parce que c'est faire un château dans le pays des châteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vitraux, ils étaient faits à la main, la tapisserie était faite à la main par des ouvriers européens. Les toits, ils étaient plus colorés, encore une fois, il y avait plus de détails. Les arbustes, les buissons avaient des formes fabuleuses. Donc en fait, ils ont fait quelque chose, comme j'ai dit, de similaire à Magic Kingdom, mais en respectant la culture française et avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de qualité. Et encore une fois, si je peux me permettre, pour y avoir été donc de nombreuses fois à Disneyland Paris et pour avoir été au Magic Kingdom d'Orlando, certes pas de Californie, il y avait réellement une différence. C'est vrai qu'on voit qu'à Paris, il y a vraiment un souci du détail, un souci de la qualité. Et ma sœur qui a fait, je crois, celui de Californie, elle m'a dit qu'en effet, celui de Paris, pour elle, c'est le plus beau. Tomorrowland aux États-Unis devient Discoveryland en France. Ils essayent de rendre ça un peu plus ludique pour éviter le côté on essaye de vous instruire. Et vu qu'ils savent que les Français sont friands de frissons, ils vont rajouter le train de la mine. Il est innovant parce qu'il passe sous l'eau pour finir sur une île. Et ils créent aussi Space Mountain. Vous allez me dire, Oui, mais Space Mountain, il y avait aux États-Unis. oui, sauf que là, le Space Mountain en France, c'est le premier Space Mountain avec une catapulte inclinée. Le parc ouvre ses portes le 12 avril 1992 et malheureusement, c'est un échec. C'était leur premier échec à l'époque. Franchement, Paris, ça les a assommés et suite à ça, ils ont connu d'autres échecs. Les Français, déjà, ils ont rejeté totalement l'idée d'avoir un Disneyland en France. Même des résistants qui ont jeté des œufs au PDG parce qu'ils voulaient pas de l'impérialisme américain en France. Et les Américains, ils vont dire que les Français, ils ont un peu cette arrogance envers les Américains. Je sais pas trop quoi en penser, enfin si, en vrai j'ai mon opinion, mais c'est pas le sujet de la vidéo donc j'ai pas envie de me lancer là-dessus. Si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, on en parlera. Là ça part peut-être un peu trop loin, donc on retourne dans notre sujet. Ajoutez à ça que les prix qu'ils avaient mis étaient beaucoup trop élevés et le PDG l'a admis. Il a dit que c'était une erreur de leur part de penser pouvoir mettre les tarifs aux Français comme les tarifs aux États-Unis. Nous, les Français, on n'a pas la même manière de séjourner. Eux, ils vont aller à l'hôtel, ils vont rester plusieurs jours. Nous, on y va, journée et on repart. Tu vois, on n'a pas tous les moyens. Donc en fait, ils ont dépensé trop d'argent dans tout ce qui était détail, dans tout ce qui était qualité. Ils ont dépensé trop d'argent dans les hôtels. Il y a beaucoup trop d'hôtels pour le nombre de personnes. Enfin, pratiquement personne n'utilise les hôtels. Donc tu l'auras compris, ils ont dépensé trop d'argent et 2 ans plus tard, ils étaient au bord de la faillite. Et c'est à peu près à ce moment-là que Euro Disney devient Disneyland Paris. Suite à cette grosse perte d'argent, ils vont essayer au maximum de se développer dans le merchandising et ils vont développer le concept de croisière Disney avec le Disney Wonder et le Disney Magic en 1998 et c'est un succès. Ils essayent vraiment de compenser le fait que Paris, ça n'avait pas réussi en essayant de se développer dans d'autres domaines. Quelques années plus tard, ils vont créer le studio, mais par obligation parce que sinon ils allaient perdre le terrain. Donc ils ont été obligés de construire le studio et ça se voit. Ils l'ont fait vraiment à l'arrache, c'est bâclé, c'est des pièces rapportées, c'est de la mauvaise qualité. Et de toute façon, c'est le plus petit des parcs Disney. Et donc vous vous doutez bien, à son ouverture, le 16 mars 2002, c'est encore un échec. Et ils ont légèrement essayé de se renouveler en rajoutant Ratatouille qui lui a été un succès.
C'est là qu'on va s'arrêter pour Disneyland Paris, même si je sais qu'il y a eu des nouveautés, on en parlera dans la conclusion. On va passer au prochain parc. Ils ont demandé à Disney de leur faire un parc, mais ils ne voulaient pas un complexe. Ils voulaient juste un parc, histoire d'y passer une petite après-midi tranquille. Ils voulaient pas de dépenses inutiles. Sur papier, c'est un projet qui était voué à l'échec. Donc encore une fois, ils nous font une genre de compil conforme du Magic Kingdom, mais ils essayent de respecter la culture chinoise et d'inclure le Feng Shui. Le parc ouvre ses portes le 12 septembre 2005. Et malheureusement, c'était en effet un échec. Un peu comme dans leur toute première ouverture, le béton n'était pas séché, donc les bancs s'affaissaient dans le sol. Il n'y avait qu'une seule attraction à sensation. Et en fait, les Chinois, ils étaient pas aussi fans que ça de Disney, ils connaissaient pas tant que ça. Et clairement, ça se voyait qu'il y avait moitié moins de budget, donc moitié moins d'attractions, donc moitié moins de qualité. Pour essayer de se renouveler, quelques années plus tard, ils vont créer le Haunted Mansion, mais ils vont pas faire la copie conforme de ce qu'il y a aux États-Unis, ils vont vraiment l'adapter à la culture chinoise. Pour le coup, ça a été une réussite. On passe maintenant au deuxième Disneyland de la Chine, à Shanghai. Malgré l'échec du premier, va savoir, les Chinois redemandent un nouveau parc, mais cette fois-ci à Shanghai, et ils veulent un équilibre parfait entre la culture chinoise et le monde de Disney. Donc pour ça, il y a un genre de hall. Chaque animal de l'horoscope chinois est représenté par un personnage de Disney. Il y a toujours le Fantasyland, Tomorrowland, Adventureland. Ils vont juste enlever le Frontierland et le remplacer par Treasure Cove, qui est centré sur les pirates. Et ils vont rajouter Gardens of Imagination. Ils vont enlever Main Street, le bateau à eau, le train de la mine, It's a Small World, Jungle Cruise et Haunted Mansion. Parce que pour eux, tout ça, c'est trop américain. Donc, ça dégage. Ils vont créer le plus grand château de tous. C'est limite une cathédrale, le truc. Et leur Pirates des Caraïbes, franchement, je suis trop jalouse parce qu'il est beaucoup plus moderne. Il y a un écran IMAX qui, en fait, te permet d'être au cœur de l'action et pas juste tu te balades dans un bateau. Déjà, t'es plus dans un bateau sur rail, t'es dans un genre de bateau mais qui fonctionne avec des aimants, donc c'est beaucoup plus réaliste. Franchement, il a l'air trop bien, leur Pirates des Caraïbes. Parce que Pirates des Caraïbes, c'est une de mes attractions préférées à Paris, mais quand je vois le leur, je me dis pas mal. Ils ont aussi décidé de remplacer le Space Mountain par une attraction sur Tron. Je connais pas cette licence. Et c'est tout simplement le grand mythe le plus rapide de tous les parcs Disney. Et les sièges, c'est des motos. Donc c'est vachement original et ça permet aux visiteurs d'être vraiment dans le feu de l'action, encore une fois. Et ce parc, il ouvre le 16 juin 2016 et c'est une grande réussite puisqu'il y a 11 millions de visiteurs. C'est bien de terminer sur cette petite bonne note. En vrai, je pourrais continuer encore et encore parce que comme j'ai dit, ils sont tout le temps en train de se renouveler, de rajouter des nouvelles attractions, de moderniser celles qui sont déjà. Leur but dans le futur proche actuellement, c'est d'investir encore plus dans les franchises Marvel, Star Wars parce qu'ils voient que c'est ce qui marche le plus, tu connais, money. Ils l'ont déjà fait aux États-Unis, mais là ils sont en train de le commencer comme vous le savez à Paris, le monde de Marvel qui a ouvert et il y a le monde de Star Wars qui devrait arriver prochainement. Et le monde de Star Wars aux États-Unis, ça a été un super grand succès aussi. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est pas que juste créer des nouvelles attractions, c'est créer de l'interactivité au sein des nouveaux lands. Donc c'est des lands à thème avec de l'interactivité. Moi personnellement, ça je l'ai vachement ressenti quand je suis allée à Marvel Campus à Paris. Je l'ai ressenti, t'as des personnages qui sont tout le temps là. Donc c'est beaucoup plus interactif et j'avoue que ça évite de que te concentrer sur les attractions, des attractions qui des fois durent 1 heure d'attente. C'est bien d'avoir un peu ce côté interactivité. Franchement, qu'on apprécie ou pas Disney, qu'on apprécie ou pas la franchise, on peut quand même dire qu'ils ont su rebondir de leurs échecs, surtout après Paris. Franchement, ça a été beaucoup d'échecs après beaucoup d'échecs. Mais là, ils ont vraiment su rebondir à base de rachat de marques, rachat de franchises. Le but originel de Walt qui était de créer un univers où tout est beau et tout est rose, ils ont réussi à le mettre en place. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vraiment tout est beau, tout est rose à Disney? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a des choses très sombres qui se cachent derrière cette belle façade? Eh bien oui, vous vous doutez bien et ce sera le sujet de la prochaine vidéo parce que celle-là est déjà très longue. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît mettez un j'aime parce que j'ai beaucoup bossé sur ces vidéos. Il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai forcément dû mettre des trucs de côté. Donc aimez cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, rebondissez à des choses que j'ai dit dans la vidéo. Suivez-moi si ce n'est pas déjà le cas, activez la petite cloche pour ne pas louper la dernière partie qui sera la semaine prochaine. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la suite. Bye!